Speak, when spoken to. Speak when spoken to. Speak when spoken to. Speak, when spoken to. Speak, when spoken to. Speak, when spoken to. Speak when spoken to. Bonjour et bienvenue pour cet épisode 2 de PLS dédié aux chondrichiens. Non, il ne s'agit pas d'une insulte vieillie. Hé, toi, espèce de chondrichien. Non, les chondrichiens, ou plus communément appelés requins, est une classe apparue au Silurien et encore présente aujourd'hui, composée de 3 grands groupes, les requins, les raies et les chimères. Non, pas celle-là. Voilà. Ce sont des poissons dits cartilagineux, ils ne possèdent donc pas d'os comme nous ou les autres poissons, mais du cartilage à la place. Même topo que pour la paléontologie, vous en avez déjà entendu parler des requins, que ce soit à travers les reportages animaliers ou à travers le cinéma comme Les Dents de la Mer de Spielberg, ou divers navets comme Sharknado, Sand Shark et Sky Shark. Mais nous ne sommes pas là pour faire une escalade nanarlande spéciale requin, mais bel et bien pour parler d'histoire évolutive de ceux-ci, de leur apparition à maintenant, tout en essayant de briser les clichés. Vous êtes prêts ? Les chondrichiens semblent donc apparaître au Silurien et ne sont que vraiment trouvables qu'à la fin du Silurien avec Leonodus carsi, qui serait le premier requin trouvé avec des dents. Oui, avant on suppose qu'il n'avait pas encore de dents. On suppose que le premier anneau brachial a migré vers l'avant pour donner la mâchoire, puis les dents se sont installées. Leonodus carsi serait donc le premier requin trouvé, possédant des dents bifides, soit des dents à 2 pointes, de l'ordre ici du millimètre. On est donc bien loin de la machine à tuer. Cependant, il y a un doute sur cet individu. On ne sait pas s'il s'agit vraiment d'un requin ou non. Le plus vieux requin trouvé avec des éléments squelettiques est Doliodus problematicus, mesurant entre 50 et 75 cm. Et les dents ne dépassent pas le millimètre. Encore une fois, on est bien loin de la machine à tuer. Nos petits poissons cartilagineux ne sont ni au Silurien, ni à l'Ordovicien, ni au Dévonien, au sommet de la chaîne alimentaire. Mais alors, qui est donc au-dessus des requins dans la chaîne alimentaire ? Eh bien, il s'agit d'une classe nommée placodermes. Ces sympathiques bébêtes, comme leur nom l'indique, ont des plaques osseuses sur l'avant du corps, les transformant ainsi en véritables chars d'assaut sous-marins. Et vous connaissez sûrement les placodermes par un genre nommé Dynchleostus, dont la taille pouvait atteindre la demi-douzaine de mètres. Une sympathique créature en somme. Se situant au sommet de la chaîne alimentaire, les placodermes ne permettent donc pas aux requins d'occuper cette niche écologique d'entre guillemets super prédateurs. Mais nos requins sont-ils si peu développés que ça ? Eh bien non, on observe déjà une bonne occupation des différentes niches écologiques par nos requins. En effet, on a déjà des requins filtreurs avec Diademodus utilisant ses dents pour filtrer. Ces dents possèdent 17 cuspides. Si vous voyez pas ce que c'est un cuspide, voici une image. Ces dents étaient bien trop fragiles pour chasser. On en déduit donc qu'ils étaient exclusivement filtreurs, contrairement aux requins pèlerins ou baleines ou grandes gueules qui filtrent eux au niveau de leurs branchies, et non au niveau de leurs dents. La magnifique histoire de l'évolution nous est encore montrée par les requins. En effet, le genre Cladocelache a déjà développé des dents avec des cuspides latéraux, comme chez les lamnidés, qui sont des requins actuels. Ces deux taxons n'ayant rien en commun, il s'agit donc d'une convergence évolutive. Une convergence évolutive est quand deux individus développent les mêmes caractères de manière totalement indépendante. Tout comme nous avons le cas avec Macmurdodus, ayant développé les dents en peigne, structure présente actuellement chez le requin griset. Et ces convergences évolutives ont continué jusqu'à maintenant, tout comme ce fut le cas entre guillemets récemment avec le grand requin blanc et le mégalodon. Et avant que tu écrives le moindre commentaire là-dessus, attends que je reparle de ces deux loustiques plus tard. Merci. À la fin du Dévonien va se produire une des 5 grandes crises du vivant, la crise dévonien-carbonifère, qui mettra fin au règne des placodermes par une méthode assez simple, leur extinction. Passons donc au Carbonifère et au Permien. Contrairement aux Siluriens et aux Dévoniens, nous sommes dans une période où l'on va créer un supercontinent en faisant converger l'Euramerika, la Sibéria et le Gondwana, ce qui aura un fort impact sur les niches écologiques. Mais ça, c'est une autre histoire. Débarrassés des placodermes, les requins ont le champ libre pour se développer et occuper toutes les niches écologiques. Cette période, d'environ 100 millions d'années, sera appelée l'âge d'or des requins. Mais nous allons tout d'abord parler de la séparation chimère-requin. Les groupes que l'on qualifiera à présent de requins seront les élasmobranches, que l'on différenciera donc des chimères, les Subterbranchialias. Ces deux groupes étant toujours des chondrichiens, ça n'a pas changé. Les chimères donc vont se détacher des élasmobranches dès le Dévonien. Elles vont énormément se diversifier durant l'âge d'or des requins en occupant de nombreuses niches écologiques. En voici quelques exemples. Voici le groupe des pétalodontes qui développent des dents épaisses, comme ma connaissance. Non, je sais pas. Bref, avec leurs dents épaisses pouvant atteindre les 10 cm, leur permettant de brouter les récifs, en gros c'était des vaches marines. Mais pas seulement. Cette dentition caractéristique des organismes durophages permet également de broyer les coquilles ou les carapaces de certaines proies. Les cygnoptérygiens possèdent des nageoires pectorales en position haute et faisant penser à des ailes. Mais elles ne s'en servaient pas pour voler, mais se propulsaient dans l'eau pour chasser des petites proies comme des crevettes avec leurs dents positionnées en spirale dentaire. Comme une scie si vous voulez. Chez Menapsis armata, nous avons un autre exemple d'une très belle convergence évolutive. En effet, cette chimère possède une cuirasse de plaques osseuses sur l'avant du corps, un peu comme les placodermes. Mais, contrairement aux placodermes, il est bel et bien cartilagineux cet organisme, et possède également des épines frontales. Métal, l'animal.
Continuons ce tour des chimères avec une autre du Permien, Hélicoprion. Ce requin, dont la taille est estimée aux alentours de 5 à 8 mètres de long, est un super prédateur appartenant au groupe des Eugénodontiformes, groupe caractérisé par une mâchoire assez spéciale. Leurs mâchoires inférieures et supérieures ont les branches qui se rejoignent sur l'avant, et en se prolongeant forment un rostre, qui forme à son tour une scie de dents. Hormis ces caractéristiques, quelle est donc la particularité de ce requin? Eh bien, je vais vous répondre. Les dents de sa mâchoire inférieure ne tombent pas, mais s'enroulent autour de la mâchoire. Comme vous pouvez le voir sur cette image, cela forme une spirale de dents. Il y a longtemps eu un débat pour savoir s'il s'agissait de la mâchoire inférieure ou supérieure de l'animal, et il s'avère qu'il s'agit bien de la mâchoire inférieure, et les dents s'enfoncent bien dans la mâchoire et non à l'extérieur. Revenons-en à nos élasmobranches, qui vont eux aussi fortement se diversifier, avec parfois des formes assez étranges. Prenons l'exemple de Cetacanthus, un simoriforme dont les mâles ont un aileron dorsal en forme de parabole ou de brosse, avec des denticules dermiques dessus. Oui, les requins n'ont pas de poils, mais des dents sur la peau, ce qui est plus métal. Et surtout retenu par l'évolution pour améliorer l'hydrodynamisme de l'animal. La signification de cet appendice est encore inconnue, peut-être pour effrayer un éventuel prédateur, peut-être pour une éventuelle parade nuptiale. Oui, au cours de l'évolution, le sexe est un moteur important. Il n'y a qu'à regarder le porc maintenant. Bref, ce prédateur pouvait dépasser les 3 mètres de long, ce qui en fait un bel animal pour l'époque. Jusqu'à présent, on a parlé de requins vivant en milieu marin. Eh bien, certains spécimens vivent aussi en eau douce, comme certains xénacanthes avec diplodocénage, caractérisés par une nageoire dorsale très longue allant presque jusqu'à la queue, tout en possédant une épine dorsale précédant cette nageoire. Voilà qui fait le tour de cet âge d'or. Et comme tout âge d'or, il y a une fin. Et cette fin est très abrupte. Et non pas seulement pour les requins et les chimères, mais aussi pour toute la faune et la flore. Cette fin abrupte est due à un événement qui est l'extinction Permo-Trias. Parmi les 5 grandes crises du vivant, il s'agit de la plus importante. Le Mésozoïque est marqué par ses deux extrémités par 2 des 3 dernières grandes crises du vivant, à savoir la crise Permo-Trias au début et la crise Crétacé-Tertiaire à la fin. La première est encore à l'heure actuelle la plus impressionnante puisqu'elle a mené à l'extinction d'environ 90% des faunes marines. Les trilobites par exemple n'y survivront pas, et 70% des faunes terrestres. Dans l'océan, les écosystèmes sont totalement chamboulés, les trilobites disparaissent donc, comme les coraux rugueux. Les brachiopodes, qui dominaient les bivalves dans les écosystèmes, voient la situation s'inverser, et chez les requins ainsi que chez les chimères, la situation n'est pas terrible non plus. Les chimères vont se faire, après cette crise, bien plus rares. Contrairement à ce que l'on pensait il y a encore quelques années, et que certains pensent encore, le Trias n'est pas une période où le vivant a mis du temps à se rediversifier. Il y a eu une forte rediversification du vivant après la crise, et ce, assez rapidement. Mais ce sera l'objet d'un autre débat. Toutes les espèces ne se sont pas éteintes chez les requins lors de la crise Permo-Trias, ce qui est logique. Un bon exemple est l'Istracanthus, un requin filtreur apparu au Carbonifère ayant survécu jusqu'au Trias. Ce requin est connu uniquement par ses dents filtreuses. D'ailleurs, on ne sait pas s'il s'agit de dents filtreuses ou de denticules brachiaux, comme chez les requins pèlerins, un éventuel autre exemple de convergence évolutive. Mais vu que nous venons de sortir de la 3e grande crise d'extinction, pourquoi pas enchaîner tout de suite avec la 4e? Et il s'agit de la crise Trias-Jurassique. Qui a dit que l'ère des dinosaures était un long fleuve tranquille? Après cette crise se mettront en place les faunes qu'à peu près tout le monde a en tête lorsqu'on parle de l'ère des dinosaures ou mésozoïque. On verra le début du gigantisme chez les sauriens avec les sauropodomorphes et en réponse les théropodes. Un poil plus compliqué que ça, mais c'est un exemple de l'hypothèse de la reine rouge. Mais je digresse. On voit dans les océans la forte radiation des euryapsides, plésiosaures, mosasaures et compagnie, qui occuperont le haut de la chaîne alimentaire en tant que super prédateurs, détrônant ainsi les requins. Dit comme cela, on pourrait croire que les requins ne font que perdre en diversité et évoluer en arrière-plan. Eh bien non. Les requins vont repartir de l'avant et se diversifier en commençant à mettre en place les néocélaciens, plus communément appelés requins modernes. Pour faire un rapide topo, on va simplifier la situation. Au Mésozoïque, dès le Trias, les zygomodontes ont tendance à dominer chez les requins, mais vont être concurrencés par nos requins modernes. Les zygomodontes, dont je n'ai pas encore parlé, sont présents depuis le Phanémien, qui est le dernier étage du Dévonien. Ouais, ils sont là depuis 100 millions d'années. Eh bien, les zygomodontes vont être mis en concurrence avec les requins modernes. Et comme on peut le deviner, les modernes vont gagner la compétition face aux zygomodontes. Eh bien, ma question est, pourquoi? Vous avez 2 heures, à tout à l'heure. Non, je déconne, je vais être sympa, je vais vous donner les réponses. Et il y a plusieurs points. Les zygomodontes ont une dent en un seul bloc d'émailloïde, l'équivalent de notre émail à nous, contrairement à celle des néocélaciens qui est en 3 couches, externe, moyenne et profonde. Mais qu'est-ce que ça change, me direz-vous? Eh bien, chaque couche a une fonction. La couche externe est une couche millimétrique composée de cristaux non orientés parallèles à la surface de la dent. La couche moyenne, elle, plus complexe. Les cristaux ici sont parallèles à la surface et à l'axe de la dent, permettant une résistance à la torsion de la dent agrandie. Dans la couche profonde, les cristaux ont une organisation complexe résistante donc à la pression. On a donc une dent tranchante, résistante à la torsion et à la pression, ce qui, avouons-le, est un très bon outil pour des prédateurs.
Et cela permettra de favoriser l'apparition de la dent à forme triangulaire de type couteau à viande, comme c'est le cas chez le grand requin blanc actuellement. Une autre innovation se situe au niveau de la colonne vertébrale. Les centres vertébraux sont calcifiés chez les néocélaciens, ce qui la renforce et permet au corps du requin de moins osciller et donc de gagner en énergie et en vitesse. Les requins modernes commenceront à prendre le pas sur les zibodons dès le début du Jurassique, et ce à travers différents groupes que voici. Le premier groupe dont on va parler sont les synecodontiformes, qui sont présents dès le Permien. Et avec eux, on va commencer à diversifier le type de dents chez les requins modernes, avec les dents de type Cooper pour Pseudodonotidanus et les dents de type arracheur avec Sphenodus. À côté, les exanquiformes apparaissent dans les archives fossiles avec Notidanoïdes, caractérisés comme les membres de ce groupe par les dents coupeuses en forme de peigne. Apparaissent également les requins carpètes, chabots et dorber. Apparaissent plus tard les lamniformes avec Paleocarcharia stromerine découvert dans les Lagerstätte de Eichstätt en Allemagne. Un Lagerstätte étant un site fossilière avec une préservation exceptionnelle. Ce lamniforme donc a été découvert à Eichstätt, là où était découvert Archaeopteryx. Et dans ces groupes se situe le grand requin blanc. Bref, les taxons de requins modernes apparaissent. Un autre grand groupe de poissons cartilagineux apparaît également, à savoir les bathomorphes, appelés aussi plus communément les raies, dont la phylogénie est assez compliquée. La phylogénie classique les avait mis comme appartenant au supérieur des squalomorphes, regroupant notamment les exanquiformes. Mais c'était sans compter la phylogénie moléculaire, qui, elle, met les bathomorphes comme un supérieur à part, au même titre que les squalomorphes et les galéomorphes, qui contiennent d'ailleurs les lamniformes. La compétition entre les zibodontes et les requins modernes continuera jusqu'à la fin du Crétacé, où l'on verra la dernière grande crise du vivant, la grande extinction Crétacé-Tertiaire. La grande crise du vivant Crétacé-Tertiaire, qui est la plus connue des extinctions par le grand public, parce que dinosaures, voilà. Plus précisément, cette crise mènera à l'extinction des dinosaures non aviens, des euryapsides, et divers archosaures. S'en suivra le règne des mammifères, aussi bien sur Terre que dans les mers. Bien que le milieu aérien reste dominé par les dinosaures aviens, oui, les oiseaux sont des dinosaures, mais ce sera l'objet d'un autre épisode. Ouais, encore un. Mais qu'en est-il des requins ? Eh bien, les requins ne vont pas être vraiment affectés par cette crise, excepté l'extinction des zibodontes. Les raies, après cette extinction, vont se diversifier rapidement avec l'apparition des torpilles. Les requins, eux, vont retrouver leur place de superprédateurs, avec deux ordres se disputant la première place, les lamniformes et les carchariniformes. Ce dernier groupe regroupe les requins tigres, les requins récifs et les requins marteaux. Cet ordre abritera également Hemipristis serra, pouvant atteindre 6 mètres de long, apparaissant à l'Oligocène et disparaissant au Pliocène. Les lamniformes abriteront, eux, dans leur rang Carcharodon carcharias, alias le grand requin blanc, Otodus obliquus, atteignant les 8 mètres de long, disparaissant il y a 55 millions d'années, Cretalamna, atteignant les 7 mètres de long avec des dents de 9 cm de haut. Puis apparaît le genre Carcharoclès avec tout d'abord Auriculatus, puis vint le plus grand requin moderne carnivore de tous les temps, Carcharoclès mégalodon. Et comme promis plus tôt, on va parler des deux loustiques, mégalodon et grand blanc. Hormis les fantasmes engendrés dans l'imaginaire collectif par ces deux-là, il en va une histoire de convergence évolutive et de classification. Dans un premier temps, mégalodon et grand blanc étaient tous deux considérés comme appartenant au même genre, le genre Carcharodon. Puis dans un second temps, on se rendit compte que ces deux espèces ne pouvaient pas être du même genre, alors on mit le mégalodon dans le genre Procarcharodon, et l'on supposa que ce luron était un cousin plus basal du grand requin blanc. Puis dans un troisième temps, on le mit dans son genre actuel, Carcharoclès. On peut se dire que c'est la fin de la classification, mais non. Dans un quatrième temps, on déplaça le genre Carcharoclès de la famille Lamnidae à la famille Otodontidae. Mais pourquoi cela ? Eh bien, en regardant les archives fossiles, on se rendit compte que le grand blanc était bien à sa place en descendant des paléocarcharodons, mais le mégalodon semble lui être issu de la même lignée que les Otodus, donc étant de l'autre côté de l'ordre des lamniformes. Et pourtant on observe une convergence évolutive entre le grand requin blanc et le mégalodon. En effet, les lamniformes ont des dents caractérisées par des dents à 3 cuspides, un principal et 2 latéraux. Nos deux lurons ont perdu donc indépendamment l'un et l'autre leurs cuspides latéraux pour évoluer vers une dent à un cuspide en forme de triangle équilatéral, qui est à l'heure actuelle la dent de type Cooper la plus efficace chez les requins. Cette convergence évolutive a fait et fait encore beaucoup débat, certains encore partisans de l'ancienne classification. Pourtant ces deux requins ne vivaient pas au même endroit. En effet, Mégalodon vivait en basse latitude, c'est-à-dire dans des eaux chaudes, comme le montrent les analyses géochimiques, dont le delta O18. Contrairement au grand requin blanc, qui vit aussi bien dans les eaux chaudes que dans les eaux froides, voire glaciales. L'extinction du mégalodon a eu lieu au Pliocène, pendant une période de refroidissement. Ce requin était, comme je l'ai laissé entendre plus tôt, un peu frileux. Le refroidissement de la planète, à ce moment-là, a été un acteur majeur de sa disparition, avec la migration des cétacés en eau froide, ainsi que l'apparition d'un nouveau concurrent, les orques. Capables de chasser en groupe et ayant des besoins nutritionnels inférieurs à celui du mégalodon,
les orques ont également contribué à l'extinction de celui-ci, par compétition interspécifique. Et aussi par leur capacité à évoluer en eau froide. Après cet épisode de refroidissement, on retrouvera dans nos océans les faunes actuelles chez les requins. Voilà qui termine cet épisode. Comme vous l'avez vu, les requins ne sont pas un groupe primitif, mais bel et bien un groupe qui n'a pas cessé de se diversifier et d'évoluer au cours du temps. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire des requins, je vous conseille, et non, il ne s'agit pas d'un placement de produit, ce bouquin. Je l'ai personnellement et je m'en suis pas mal servi pour cet épisode. C'est une vraie bible des requins, et ce livre est fait par Gilles Cuny, un paléontologue français ayant été à Bristol, et est conservateur du musée d'histoire naturelle de Copenhague. Cet épisode est fini, mais aujourd'hui les requins sont menacés. Vus par beaucoup de gens comme une machine à tuer sanguinaire mangeant des pelletées d'humains, les requins ne font que chaque année une dizaine de morts pour plus de 300 attaques. Généralement, ces attaques sont malencontreuses et non voulues. En effet, en attaquant les surfeurs, les requins les confondent tout simplement avec des proies comme les otaries ou les phoques. Les personnes mourant par des attaques de requins ne meurent pas par la morsure du requin en lui-même, mais par la perte de sang due à elle. Les méduses à côté, elles, tuent 70 personnes chaque année. Les noix de coco tuent 400 personnes par année. Les humains, quant à eux, tuent 100 millions de requins chaque année. Si les requins sont des machines à tuer sanguinaires, alors que sommes-nous ? Après avoir traversé les âges géologiques, ce serait dommage qu'ils disparaissent par la main de grands singes les pêchant pour leur aileron. Je vous laisse sur cette note peu joyeuse, c'était Paul Hostile, à bientôt, et portez-vous bien.